Location automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Le vendredi 13 octobre, jour de malheur pour certains ou de chance pour d'autres, pour Harry Chalus, ce vendredi marquait la deuxième et dernière journée de son procès. Il comparaissait au tribunal correctionnel de Basse-Terre suite à l'affaire de dépenses de campagne électorale excessives survenue en 2015. On fait le point avec les avocats d'Harry Chalus et de la partie civile qui se sont exprimés au micro d'Olivier Félix. Le tribunal essaye de comprendre. Vous avez un dossier qui est vide et à un moment donné, le tribunal essaye de comprendre parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le principe. Donc effectivement, on essaye de comprendre. Et c'est tout à fait normal que dans ces conditions, les magistrats posent des questions qui peuvent sembler entre guillemets à charge. C'est le travail du tribunal. Après, sur le reste, tout simplement expliquer que sur les quelques factures qui pourraient éventuellement poser problème, en fait, il n'y a absolument aucun problème. Donc, pour moi, je suis confiant. Après, pour le reste, je ne sais pas, il faut attendre le 12 janvier. C'est important d'avoir dit ce qu'il y avait à dire. J'ai développé dans mes conclusions beaucoup d'autres choses à l'intention du tribunal et notamment, puisque la partie adverse l'a soulevé en dernier lieu, pourquoi la Fédération du Parti Socialiste et M. Victorin Lurel sont fondés à se porter partie civile dans ce procès. Je pense aussi avoir démontré et avoir amené ce qui est, à mon avis, essentiel dans ce dossier, c'est-à-dire que nous avons des infractions pénales qui ont été commises, qui ne sont pas des moindres et qui ont conduit à ce qu'une élection, à ce qu'un vote populaire soit trompé et tronqué. Et je pense que c'était le sens de mon intervention. Après, chacun a répondu à sa façon, mais je pense que le procureur l'a entendu également dans ses réquisitions. Je l'ai pu le dire dans la journée, j'aurais aimé qu'il aille plus loin, j'aurais aimé qu'il prenne le pas de dire qu'il souhaitait l'inéligibilité. Il ne l'a pas fait, je pense que le tribunal pourra entendre cette demande. Quand vous avez une élection qui aurait dû être annulée si la commission des comptes de campagne s'était aperçue des malversations, qui ne l'a pas été à cause de ça, c'est au tribunal pénal de venir corriger cette erreur et c'est la seule façon pour le faire. Politique, oui, je l'ai dit. C'est dès le début mai, le 3 mai 2021, M. Lurel, dans l'hémicycle, disait que M. Chalus serait déclaré inéligible. Comme par hasard, le 11 mai, il y a la garde à vue de M. Chalus. Même M. Chalus n'était pas informé. Donc, il lit dans les boules de cristal, M. Lurel. Avec l'inflation économique élevée, l'activité économique de Guadeloupe est-elle en danger ? Ce matin, l'INSEE et l'IEDOM ont tenu une conférence de presse dans le cadre de la publication des comptes économiques rapides de la Guadeloupe en 2022 et de la note de conjoncture de la Guadeloupe au deuxième trimestre 2023. Ce deuxième trimestre mitigé après la prise Covid, mais il pourrait laisser place à un dernier trimestre plus positif. Alors, à quelques mois de la fin d'année 2023, quel bilan peut-on faire ? Un reportage de Charlie Dagonia. Pour le deuxième trimestre, on est quand même sur une conjoncture qui est, on va dire, assez stable. Donc on a une activité, en tout cas selon les chefs d'entreprise, on a une activité qui est quand même relativement stable, qui évolue peu. Sur le deuxième trimestre. Il faut quand même savoir qu'on partait par rapport à l'année 2022 d'une année qui était post-Covid avec, on va dire, une activité qui était continue et qui progressait, qui s'est pas arrêtée en fait finalement durant l'année 2022. Pour nous, par rapport à notre indicateur du climat des affaires, on a eu un record absolu en termes de niveau. Par contre, début d'année 2023, on s'est quand même rendu compte que les chefs d'entreprise percevaient avaient un peu plus de difficultés, aussi bien par l'effet de l'inflation, donc l'effet sur les prix des matériaux, que par la demande de crédit aussi. On voit que ça ralentit un petit peu, notamment par rapport à l'habitat, l'immobilier, et aussi par rapport à la consommation. Donc on voit qu'il y a des éléments qui jouent par rapport à la consommation et surtout des ménages et une certaine vigilance qui commence à naître sur on va dire la conjoncture par rapport aux ménages, le fait qu'on voit de notre côté à l'IEDOM une hausse des dossiers de surendettement
Donc on est à plus de 10% quand même sur un an. Donc maintenant, on voit également une recrudescence des incidents de paiement, surtout par rapport au crédit. Donc des mensualités qui sont en tout cas un peu plus de mal à être payées ou un peu plus en retard. Donc c'est des éléments qui peuvent quand même nous attirer, en tout cas éveiller quelques points en fait chez nous, faire appel à quelques points de vigilance quand même, aussi bien entre institutions je pense, mais aussi avec l'État, pour jouer notre rôle, nous en tout cas, afin d'éclairer le grand public. Mais par contre, il faudra surveiller les mois à venir, et notamment avec la reprise des escales des croisiéristes, donc des bateaux de croisière, où on sait que là, on aura, c'est le comité du tourisme qui l'avait indiqué, hein, des chiffres qui seront assez bons en termes d'escale, donc d'arrivée de passagers aussi à l'aéroport, et d'activité finalement, donc aussi bien en consommation pour les restaurants, etc. Donc la fin d'année sera, elle sera intéressante. Vendredi dernier, la ville de Bemao a organisé un exercice d'évacuation à destination des habitants de Fontricher et des environs pour les préparer au risque de tsunami. L'objectif, connaître les bons réflexes et appliquer les consignes de sécurité afin d'être prêt face à ces catastrophes naturelles. Même si l'exercice n'a pas fait déplacer les foules, il aura permis aux quelques administrés présents d'être sensibilisés et de se préparer en cas de danger. Un reportage de Vianney Valverde. Alerte tsunami. Évacuez immédiatement la zone. Rejoignez le secours en suivant la signalétique. Nous sommes ici donc dans un cadre d'un exercice en cas de tsunami. Lorsqu'on a de gros séismes, c'est suivi en général par des tsunamis. Et c'est vrai que nous avons beaucoup l'habitude des cyclones en Guadeloupe. Donc on a la culture du risque cyclonique, mais il nous appartient aussi d'alerter, de prévenir, de sensibiliser notre population sur d'autres risques majeurs et notamment le tsunami. Alors je pense que c'est une très bonne initiative puisque c'est vrai qu'on est dans une zone à risque. Tremblement de terre, c'est vrai que les cyclones, on est plus habitué à ça, donc on est mieux préparé, mais pour ce qui est des tremblements de terre et des tsunamis, on a besoin d'être sensibilisé. C'est vrai que les experts nous parlent d'un potentiel fort tremblement de terre, et c'est vrai que nous ne sommes pas toujours au fait des réflexes à avoir, et c'est pourquoi nous avons tenu, en tout cas en tant que ville de Bemao, en tant qu'autorité municipale, à aller vers cette population, déjà avec une réunion de sensibilisation avec des experts qui étaient présents, et puis aujourd'hui faire cet exercice en situation réelle. Donc c'est sûr que c'est la répétition de ces exercices et de ces informations communiquées à la population qui permettront à chacun d'être prêt si un jour nous sommes touchés par ce genre de phénomène. Ça s'est très bien déroulé parce que nous avons prévu, le scénario que nous avons prévu, c'est celui qui a été réalisé, c'est-à-dire avec une adhésion de la population qui est moins importante qu'on le souhaiterait, mais quand même qui a quand même une adhésion. Lorsque nous sommes passés dans le territoire, les gens étaient conscients qu'il y avait un exercice qui se déroulait et posaient la question est-ce qu'ils étaient obligés de se rendre sur le site refuge, maintenant qu'ils sont informés effectivement de l'existence de ce risque. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de mobilisation, la mobilisation n'est pas très importante, donc on a besoin en fait d'être plus habitué. Plus il y aura d'exercices et plus on va comprendre que c'est important de le faire et plus les autres verront que des personnes se rendent au point sécurisé et plus ça donnera envie d'y participer. Donc c'est une volonté pour nous de répéter la chose, de sensibiliser la population et c'est notre rôle aussi de le faire. Elles sont essentielles à l'épanouissement des petits et utiles au maintien de la sociabilisation des plus grands. Les associations représentent un enjeu social et économique fort en Guadeloupe. Les clubs associatifs du Gosier, toutes catégories confondues, se sont rassemblés ce samedi au Palais des Sports et de la Culture pour promouvoir leurs activités. L'occasion pour les plus jeunes, mais aussi pour les aînés, de trouver un loisir culturel, artistique ou sportif adapté à leur goût. Un reportage d'Olivier Moradel. Vous savez, les associations, c'est l'âme du territoire. Par les associations, nous touchons le grand public. Donc, il est très important de connaître ces associations
de les aider et de faire en sorte que les administrés, par le biais des associations, puissent avoir le maximum pour pouvoir s'épanouir. Lorsque la rentrée arrive, les parents sont confrontés à un problème. Quelle activité donner à leur enfant? Il est donc important que sur un territoire, on puisse avoir le maximum d'associations, qu'on puisse toucher donc tous les sports si possible, afin que les jeunes qui puissent s'épanouir dans les bonnes conditions. Très intéressant de pouvoir ça fait découvrir certaines personnes qui ne connaissent pas, ça fait découvrir. Toutes les associations. Voilà. Et on peut choisir, voir avec les petits-enfants, les enfants. Mais ils sont déjà dans les clubs, hein, les enfants. Mais les petits-enfants, on peut les conseiller, tout ça. Voilà. Mais c'est une très bonne chose, très très bonne chose. J'encourage les familles à venir, soit aujourd'hui pour cette grande journée que nous faisons, mais pendant toute l'année, venir à la mairie, demander pour ces associations et venir s'inscrire dans un club. Il est important que tout jeune participe au moins dans sa vie à un club. Depuis quelques mois, le sujet de l'éducation sexuelle à l'école primaire est au cœur d'une polémique et fait l'objet d'une grande désinformation en France. Alors que la Belgique a adopté un décret relatif à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, en France, l'idée de ces cours ne fait pas l'unanimité. Trop tôt, lieu non approprié, pour ou contre l'éducation sexuelle à l'école, Michel Depape a donné le micro à la population. C'est une belle question ça. L'éducation sexuelle en primaire, non, je trouve que c'est déjà trop tôt. Non, je ne suis pas pour. C'est beaucoup trop jeune. Et puis j'estime que c'est aux parents un peu de décider à quel moment pouvoir en parler aux enfants et en fonction de la maturité des enfants aussi. Je suis pour. Pourquoi? Eh bien, c'est une question de développement, d'information et en DVD encore. Ouais, pour une ouverture, tu vois. Contre. Ça appartient aux parents de faire ce genre de choses. Trop tôt pour nos enfants. On peut parler à nos enfants de l'éducation sexuelle, mais en maternelle, c'est encore trop tôt. Ça peut attendre. Ah ouais, je suis contre ça. Compliqué ta question. Elle est intéressante parce que on peut faire une éducation, mais il ne faut pas rentrer dans des choses compliquées pour les enfants. Et on reste simple. Bon. Pourquoi? Parce que en réponse, c'est qu'on a l'autre parent qui n'a pas fait peut-être éducation sexuelle à Timonayo. Et ça peut peut-être être un bon butin pour ces Timouna. Hein. Si ça est dans le bon sens, et ça bien fait, ça peut être un bon butin. Et le problème, c'est pas l'école, c'est à la maison, ce que les enfants voient, ce que les enfants entendent, dans les chants, dans les musiques, dans les choses. Et on reproduit cela. Alors à l'école, je ne sais pas comment le maître ou la maîtresse d'école, comment il réagit à ça. Nous, on ne nous a pas fait d'éducation sexuelle en primaire. Ça va engendrer que les enfants aillent trop vite. Et déjà qu'ils vont vite. Je suis contre. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est pas du tout adapté pour les enfants. Ils ont besoin de garder l'innocence et d'évoluer à leur rythme. Voilà. On va penser que tout le monde peut réagir parce que les parents antillaises n'ont pas la même notion qu'ailleurs. OK? Donc, nos familles ne nous ont même pas raconté comment on est né. Alors, vous pensez qu'ils vont permettre aux autres de faire l'éducation sexuelle de nos enfants? Non, je pense pas. Il faut aborder le sujet, mais tout en s'adaptant au public qui est face à nous. Pour les jeunes, très jeunes, peut-être pas, ou d'une façon assez particulière. On peut attendre un petit peu quand même. On peut attendre tout en les mettant en garde quand même sur certaines pratiques et certains fonctionnements, gestes et tout. Moi, je pense que non. Pourquoi pas? C'est une bonne chose parce qu'il faut que les enfants fassent attention et on ne sait jamais avec qui on a affaire. Je suis tout à fait contre. Oui, je suis contre. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les enfants sont jeunes, ils ne sont pas... Ça, c'est le droit des parents. Je suis pour parce que mes petits-enfants au Canada qui ont 5-6 ans font déjà l'éducation sexuelle au Canada. Je suis contre. Complètement contre. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait partie du cercle familial et qu'une fois qu'ils auront des questions, ils les poseront à leurs parents. Je préfère répondre aux questions de mon enfant plutôt que tout lui soit déballé à un moment où il n'est pas forcément prêt à entendre ça. Contre, 100%.
J'estime que vu le programme, c'est pas adéquat. Aujourd'hui, la France a rendu un hommage national pour le professeur Dominique Bernard, tué à Arras. En Guadeloupe, l'heure aussi est au recueillement. Cet après-midi, aux Abîmes, la rectrice d'académie s'est rendue dans le groupe scolaire de Dotéma pour partager un moment d'hommage avec les élèves. C'est aussi une commémoration à tous les professeurs victimes, car il y a 3 ans, jour pour jour, le professeur Samuel Paty était lui aussi assassiné dans l'établissement secondaire où il enseignait. Découvrez les images de cet hommage aux Abîmes avec Maxime Morel. Sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus de souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. C'était important pour moi de partager ce moment de recueillement avec les équipes, avec les élèves. C'est évidemment un moment difficile. Tout le monde est bouleversé par ce drame qu'il y a eu à Arras et qui fait écho à cet autre drame il y a 3 ans avec l'assassinat de Samuel Paty. C'est un moment en fait qui a été intense pour la communauté éducative. Donc ça a été d'abord comment on va organiser ensemble. Et ensuite, le mettre en place avec les élèves, donc en prendre un temps de discussion, à savoir, ils écoutent les informations, donc qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rendre hommage à cet enseignant, ce professeur, qui a quand même donné la vie pour sauver ses élèves. Donc, et se rendre compte qu'un héros, c'est pas si évident que ça. Accepter de donner sa vie pour les autres, c'est un grand geste. C'est un travail constant, donc nous travaillons bien sûr sur les plans de mise en sécurité, intrusion, attentat, puisqu'on était dans cette situation-là. Et nous travaillons à la mise en place d'exercices réguliers, parce qu'il est important que chacun sache ce qu'il doit faire en cas d'attentat, intrusion. Et on l'a vu à Arras, c'est vrai qu'il y a eu un mort, il y a eu 3 des blessés, mais en fait il n'y a eu aucun élève qui a été touché, et parce qu'ils ont su réagir extrêmement rapidement et de manière très pertinente. Repenser les espaces architecturaux des Abîmes pour préserver l'environnement, c'est l'objectif des Journées de l'architecture qui se sont tenues les 13 et 14 octobre à l'espace Taonaba. Élus et professionnels de l'aménagement et de l'environnement se sont réunis pour porter une réflexion et aussi présenter les projets permettant de concilier architecture et transition écologique. Un reportage signé Olivier Moradel. C'est une journée qui est importante, qui pour nous marque vraiment l'action que nous menons depuis plusieurs mandatures avec le président maire Éric Jalton sur le territoire, c'est-à-dire de préserver notre environnement. Il ne s'agit pas effectivement de pouvoir bétonner à tout va, il s'agit aujourd'hui de regarder ce que nous avons fait comme erreur. Nous voulons vraiment faire ce regard différent, tourner vers la nature, regarder comment nous pouvons mieux construire, mieux optimiser à travers à la fois des dispositifs que nous allons mettre en place, notamment le plan architectural paysagère de la ville des Abîmes, qui permettra aujourd'hui de réharmoniser l'urbain avec le paysage. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est important, et pour le maire aussi, parce que nous devons aujourd'hui donner des espaces de respiration aux habitants des quartiers, où il fait bon vivre, où il fait bon de se rencontrer en toute amicalité, en tout bon voisinage. Et la nature le permet, nous, elle est foisonnante au niveau de notre territoire, la ville des Abîmes. Il s'agit maintenant de concilier avec elle. L'architecte, c'est son métier, c'est une garantie, c'est une assurance, et c'est aussi une expérience. Donc, vous avez effectivement des seuils où on peut construire sans architecte, moins de 159 mètres carrés précisément. Mais c'est sûr qu'on est là pour apporter une plus-value. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de maison d'architecte, une plus-value et puis surtout une maîtrise de données un peu, je dirais, multifacettes. Vous avez de la technique, vous avez de la sociologie, vous avez aussi
la connaissance du territoire. Le plan d'aménagement de territoire aussi prend en charge la cartographie de ce territoire. Donc, bien sûr, la population a son mot à dire là-dessus, mais aussi les élus, le maire aussi a une vision de son territoire. Et c'est de concilier ces deux visions ensemble pour construire un plan d'aménagement du territoire cohérent qui permettra à chaque citoyen de trouver sa place. On a les outils qu'il faut pour construire. On connaît les zones humides, on connaît les zones rouges, on connaît les zones blanches. Donc, c'est des espaces réservés, repérés, qui permettent à l'individu de savoir où est-ce qu'il va construire et comment construire sur ces zones. Nous avons les techniciens qu'il faut pour pouvoir assurer la stabilité de l'immeuble. Et bien sûr, l'architecte, un peu l'homme orchestre qui doit mettre tout ça en musique. Et ce soir, nous recevons Madame Anne-Gaëlle Lubino, gérante du Café Papier. Bonsoir. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes donc la gérante du Café Papier. Exactement. Et vous organisez ce qu'on appelle un événement In the Cube. Donc c'est une soirée d'échange pour douciner l'esprit d'entreprendre. Exactement, exactement. Ce sont des soirées mensuelles au cours desquelles on reçoit un entrepreneur à qui je pose des questions et ainsi que les personnes qui font partie du public. Et cet échange qui s'articule autour de son parcours, du parcours de cet entrepreneur, nous permet de nourrir l'intelligence collective, l'intelligence qui nous lie tous en tant qu'entrepreneurs pour renforcer les liens dans notre écosystème local. Par contre, on se sent vite seul et puis les exemples de réussite sont toujours inspirants et donnent de la force, du courage et l'envie de continuer à avancer. Et demain, donc, je reçois Jimmy et Sandra Bibrac. Jimmy Bibrac, le chef qu'on ne présente plus. Et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'il constitue un vrai binôme avec son épouse. Et je suis absolument ravie de les recevoir tous les deux pour qu'ils nous parlent de leur parcours qui a été jalonné de réussites qu'on connaît, d'échecs, d'écueils, d'apprentissage, etc. Donc, j'ai hâte qu'ils partagent tout ça avec nous. Très bien. Et vous êtes vous-même une entrepreneuse puisque vous avez du coup créé le Café Papier. Donc, vous avez aussi cette volonté de montrer qu'entreprendre, c'est possible. Exact. Et du coup, en choisissant donc des entrepreneurs inspirants et qui ont du coup un parcours qui n'est pas forcément toujours exemplaire. Parce que la vie de l'entrepreneuriat, il y a ses hauts, il y a ses bas. Et donc, c'est un peu ce que vous voulez montrer à travers ces échanges. Tout à fait. Pour que les personnes qui sont soit dans la démarche, soit porteurs de projets, parce que ces soirées-là comprennent beaucoup de ces personnes-là, les intéressent forcément, mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, d'avoir des parcours inspirants, des figures d'exemple, ainsi que des entreprises qui sont aussi partenaires avec nous, là, Bologne et notre partenaire sur cet événement-là, nous permet vraiment, comme je disais, de resserrer les liens et de savoir qu'on peut avoir des infos, des exemples inspirants. Il y a une partie réseautage aussi pour que les personnes présentes, que je force à parler entre elles, y compris des gens qui ne se connaissent pas, puissent ressortir de là vraiment enrichi. C'est vraiment le but et c'est ça mon souhait avec notamment cet événement-là au Café Papier. Et globalement, si vous connaissez le slogan qui est « Ici on doucine le ventre et l'esprit », c'est clairement notre mission d'apporter toutes les nourritures qu'on peut aux personnes qui viennent passer du temps avec nous. Voilà, c'est ça. Ce sont des nourritures intellectuelles, mais aussi, bien sûr, pour l'estomac. Donc, du coup, c'est vraiment ça l'objectif. Exact. Et vous parliez donc d'échanges, de réseautage. Ça fait aussi partie intégrante de la vie d'entrepreneur, de ce lieu également, exactement. surtout, puisque le Café Papier est également un lieu où les personnes peuvent aussi échanger. Beaucoup. Comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous est venue l'idée du Café Papier et aussi d'organiser cet événement? L'idée du Café Papier, elle est issue des choses qui me passionnent, qui sont lire, écrire, bien manger. Et puis, en réalité, je me suis vite rendu compte que la passion centrale, c'est les gens. En fait, j'aime beaucoup les gens. Et puis, au fil des échanges et de la vie de ce lieu-là qui a été créé d'une certaine façon, mais qui, grâce aux personnes qui passent du temps, grandit, fait sa vie un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait autant des personnes qui n'osent pas avancer ou des personnes qui se sentent seules, qui sont seules face à leurs difficultés, face à leurs questionnements, qui traversent peut-être des étapes que d'autres ont traversées. Ce lieu qui est un lieu de vie dans lequel on mange, on boit, on travaille, c'est également un lieu de rencontre. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui se rencontrent là, qui ressortent en ayant signé des contrats, des partenariats, etc. Donc vraiment, ce creuset-là, pour moi, il est important de le faire vivre. Et moi, je me rends compte également que j'ai une vraie passion pour le parcours des personnes. J'allais dire encore les gens, mais c'est une réalité, voilà, de discuter avec quelqu'un comme Jimmy Bibrac et globalement avec tout le monde en réalité. Chacun a une histoire à raconter, a des choses à dire, des situations dont il a fait quelque chose. Et c'est tout ça qu'on partage au cours de ces soirées, puis plus globalement au quotidien au Café Papier.
Très bien, et je vous remercie. Merci Donc de le m'avoir reçu. rendez-vous, c'est Demain soir, 18h. La billetterie est en ligne. Il est possible de rejoindre la billetterie en allant sur l'Instagram ou le Facebook du Café Papier. Le lien est disponible. Et puis, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler au 16 95 61. C'est un numéro de portable. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir. À Gourbert, l'AOG, Association Omnisport Gourbérienne, rencontre les entreprises de la ville. Lors d'une réunion qui s'est tenue le vendredi 13 octobre, l'association a présenté ses missions et activités afin de séduire de potentiels partenaires parmi les entreprises présentes. Un reportage. Je partage tout à fait la vision du président Bourgat, parce qu'en fait, je pense que son expérience nous permet de comprendre aujourd'hui que si AOG veut progresser, il faut qu'il change de modèle de gestion. Et le modèle de gestion, c'est d'associer la municipalité de façon très claire dans le développement du club, mais aussi de faire venir les entreprises de Gourbert, mais aussi des environs, dans le projet partagé entre la ville de Gourbert, l'association et l'entreprise. Nous ne pouvons pas toujours attendre sur la mairie, sur les finances de la mairie. La mairie aujourd'hui, même si c'est 35% de notre budget, nous on a un budget de plus de à peu près 120 000 euros. Donc, mais en dehors de ça, nous devons aller aussi chercher des contreparties, c'est-à-dire les sponsors, les mécènes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous souhaitons faire à travers cette réunion de ce soir pour permettre à ces acteurs-là de savoir qui nous sommes, ce que nous faisons et où nous voulons aller avec eux. C'est important pour nous aussi que se développe ce partenariat sport et économie et pour que Gourbert puisse rayonner à travers toutes les activités sportives de l'AOG, soit le basket, le football, l'athlétisme, le tennis de table, voilà, et d'autres activités qui vont forcément forger dans le temps. Et il est important pour nous que ce lien existe entre le monde économique et le tissu associatif de Gourbert. L'idée, c'était de dire comment le monde économique peut accompagner un développement sportif. Mais comment le monde sportif peut aussi permettre à une entreprise, j'allais dire, d'atteindre quelques objectifs de responsabilité sociale d'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait en termes de lien social, en termes de partage de la valeur, etc. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir ici. Et très franchement, c'est une initiative extraordinaire, originale, et qui certainement marquera un moment très fort dans le sport guadeloupéen. Ancienne sénatrice de la Guadeloupe de 2017 à 2023, Victoire Jasmin a tiré sa révérence le 6 octobre dernier. Une annonce qui a fait réagir de Pointe-à-Pitre au Sénat. Hier, dimanche 15 octobre, un dernier hommage lui a été rendu à Morne-à-l'Eau, sa commune natale. Les témoignages de sa famille, d'élus politiques et de membres d'associations se sont succédés. Canal 10 était en direct aujourd'hui à l'occasion de ses funérailles. Le direct reste disponible sur Facebook, sur la page Facebook de Canal 10. Un reportage d'Olivier Moradel. Merci à notre grande sœur. Merci à notre collègue. L'association Inter-Laboratoire d'analyse médicale ELAB tient à rendre un hommage à Coty Victoire Jasmin, qui est notre collègue avant tout, pour l'œuvre indéniable qu'elle a accomplie au sein de notre association. Madame la sénatrice Victoire Jasmin, sa vie et son dévouement à notre communauté sont dignes de notre plus profonde reconnaissance. Madame Jasmin a été bien plus qu'une sénatrice, elle a été une inspiration pour nous tous. Son engagement inébranlable en faveur de l'égalité, la justice et de la défense des droits de tous les citoyens, restera gravé dans nos mémoires. Merci d'avoir été la grande dame que tu as été. Merci pour toute la bataille menée. Merci d'avoir été la femme de cœur dont tu nous as montré des grands chemins. Merci d'avoir monté les chemins avec de grands efforts. Merci d'avoir été la grande présidente pour la FAPEC. Merci d'avoir été notre ami aussi. Ce n'est qu'un nous revoir en Coty. Oui, nous nous reverrons. Calypso, c'est ça qui doudou. Tu peux plus fort. On dit manière,
O News Radio sur outremernews.fr.